Bonjour à tous, bienvenue sur le Corner Golson, c'est Brax, quatrième partie de la joute de la Duchesse numéro 3. Je me retrouve contre Banshee McCree, une joueuse 9ème âge qui commence dans les tournois, c'est son premier tournoi, et qui joue Orc et Gobelin. Elle joue un Common Orc Shaman qui sera son général, Wizard Adept du chamanisme avec la Chronophotocracy et le Warcry, un Common Goblin Witch Doctor, Wizard Master de la thaumaturgie avec 2 Badding Scroll, un premier Forest Goblin King avec une Period Weapon, Hero's Heart et une Gargantula, donc c'est la grosse araignée, la Ragnarok chez Games Workshop. Un second Forest Goblin King avec Lightlance, Heavy Armor, Shield, Touch of Goodness, Dragon's Breath, Teeth Cheater et Huntsman Spider. Donc, un petit gobelin sur l'araignée, là sur le socle de 50. Contrairement à celui de Gaspacho, lui il a une régénération avec le Death Cheater, donc un peu plus compliqué à tuer automatiquement, on va dire, avec le canon, et il a moins besoin de se planquer. Et on finit avec un Cave Goblin Chief, Beastby et la Crown of the Cavern King, donc qui permettra notamment d'avoir une avant-garde sur le pack de Cave Goblin par 45 qui suit, avec état-major complet, 3 Madgit et la bannière of the Relentless Company, tout ça pour continuer à faire l'espèce de projection de la flèche de ces 45 gobelins qui balancent 3 Madgit dans les rangs ennemis, et puis après là vous avez quand même 45 gobelins qui sont pas loin de vous, qui peuvent prendre des objets, qui sont super longs à tuer, donc voilà. C'est la technique des orques et gobelins qui a fait ses preuves. On a 21 orques, champion musicien feral, Period Weapon, la même chose mais ils sont par 20, et 8 Wolf Rider, Lightlance et Shield pour terminer les bases. On a une meute de 24 Gnasha Herd, 2x2 Goblin Wolf Chariot, une Gargantula et un doublet de Giant avec un Giant Club pour avoir la force 6, AP3. Donc, pas mal de monstres, parce que vous voyez, il y a 2 Gargantula, 2 Giant, beaucoup de cibles finalement pour le canon. Les deux Gargantula, les 2 géants, les chars, même le Forest Goblin sur son araignée, même s'il régène à 4+, ça reste quand même une cible. Donc voilà, donc, une armée qui va devoir me rusher si elle veut faire quelque chose d'intéressant, sachant que le Wizard Master de la thaumaturgie m'embête beaucoup, évidemment, et que le chamanisme ne m'embête pas non plus. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur la table 4. Encircle pour le déploiement et Breakthrough. Donc Breakthrough, ça me va, moi j'aime bien ce scénar évidemment, d'autant plus avec 2 unités de mineurs. Je pense pouvoir jouer sur le scénario, tant que les mineurs ne tardent pas trop évidemment, parce que je vais peut-être avoir du mal à faire le Breakthrough si jamais Banshee m'empêche de passer avec l'empreinte qu'elle a au sol. Elle a peut-être pas beaucoup d'unités, mais avec tous les monstres, et surtout avec les 2 Gargantulas qui ont quand même un angle de vue assez grand, elle peut quand même couvrir pas mal son bord de table. Et de son côté, pour faire le Breakthrough, ça un peu compliqué quand même, parce qu'elle a pas beaucoup de scoring, elle en a que 3, ce qui est peu finalement pour un orc et gobelin, et donc il suffit que je tue une vingtaine d'orques par exemple, et je peux quasi m'assurer d'avoir moi 3 unités et donc de gagner le breakthrough. Niveau magie et grudge, j'en ai toujours rien. De son côté, en chamanisme, elle va prendre le Awaken the Beast et le Swarm of Insect, évidemment. Et en thaumaturgie, le Heart of Even, Smite the Unbeliever, Kissing Fire et Wrath of God. Donc la fameuse comète qui m'embête beaucoup. Elle a 2 blasts, elle a un souffle, elle a un debuff avec le Smite the Unbeliever et un buff avec le Awaken the Beast. Donc ouais. C'est un bon choix de sort qui est chaque sort a sa cible, il n'y a pas trop à se poser de questions, donc c'est assez sympa. Je m'estime à 13 sur cette partie. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, le Breakthrough, je pense pouvoir le prendre, et je pense qu'on peut gentiment se muler au niveau de la bataille. Je vais devoir faire attention à mon déploiement, ne pas lui laisser trop de latitude avec les 45 gobelins, parce que, comme vous le voyez là sur les créneaux, certes on est quand même séparés par 24 pouces, mais quand vous voyez les pointes des créneaux sont séparées de moins de 24 pouces. Et s'il y a des gobelins qui se posent là, et qui font avant-garde, si je les empêche pas de faire leur avant-garde, ou si je les freine pas, plus Relentless, et après balancer les Madgit, alors non seulement il y a les Madgit T1 dans mon dispositif, T2 en grand maximum, mais en plus j'ai 45 gobelins à déloger de ma zone de déploiement. En parlant de Breakthrough, il faut faire attention quand on est sur Encircle, la zone de déploiement adverse n'est pas linéaire à 12 pouces, donc elle est plus compliquée. Il faut faire attention de ne pas se retrouver, si vous avez le centre fort, éviter de se retrouver avec tout juste à 12 pouces du bord de table au centre de la table, parce que sinon il vous manque 3 pouces pour être chez votre adversaire. Donc il faut faire gaffe un petit peu à ça. Le déploiement. Je pensais qu'elle allait prendre les flancs forts justement, pour me déborder. Et en fait, elle décide de prendre le centre fort, qui est pas déconnant avec une armée d'orques qui doit rester compacte, mais comme vous le voyez, elle s'est un petit peu étalée. Et puis, il y a cette maison au centre de son bord de table. Il y a l'autre maison au centre. Du coup, c'est vrai que ça l'empêcherait peut-être de faire un vrai centre. Et pourtant, elle prend le centre fort, donc voilà. Bon,
c'est un choix, c'est pas forcément déconnant, en tout cas moi j'aurais pas fait ça, mais moi ça m'arrange. Ça m'arrange. Cette colline par contre m'embête beaucoup, parce qu'elle me coupe les lignes de vue, et j'ai la colline d'un côté, et de l'autre j'ai l'infran, donc enfin la maison. Donc en fait, c'est assez compliqué, je choisis de me mettre sur la droite, parce que je pense pouvoir jouer avec la colline en mettant des trucs dessus pour pouvoir charger derrière, plutôt que l'infran, enfin la maison qui, elle, va m'obliger à tourner autour. Avec le nombre de monstres qu'il y a en face, eux, ils peuvent faire le tour assez facilement, se placer comme ils veulent avec les pivots infinis. Donc je préfère me mettre sur la droite, quitte à avoir cette colline qui va me cacher un petit peu. Il faudra qu'elle monte sur la colline et que je serai à courte portée avec l'orgue notamment. Donc sur déploiement de gauche à droite, on a un géant et on a 2 chars à loup, 20 orques sauvages derrière le petit muret, la gargantula qui n'est pas personnage, les 2 autres chars derrière, le géant vert qui se cache derrière la maison, encore les petits loups au fond. Dans la forêt, les 21 orques avec les 2 chamans à l'intérieur, on voit le chaman gobelin sur la gauche. La meute de Squig qui est tout derrière, ça aussi ça m'a un peu surpris. En termes de déploiement, je pensais qu'elle les mettrait devant. C'est vrai que ça leur permet d'arriver dans une deuxième vague, donc ils sont pas pris aussi pour tout de suite, parce qu'il y a la distance, il y a la forêt, donc pourquoi pas. Les 45 gobelins qui sont bien sûr ici, avec la BSB tout en bas à gauche, et le perso sur araignée qui, lui, vu son socle, ne peut pas rentrer dans le régiment réellement, donc il est mis sur le côté. Et on finit par le King sur la Ragnarok, donc voilà, donc on a un flanc droit assez fort, hein. Le géant peut très rapidement venir aider, et le flanc gauche, vous avez vu, elle a déployé tout ça pour empêcher mon breakthrough, puisque j'ai mis l'unité de Longbarbe avec l'avant-garde, et l'unité de guerrier, mais on voit ça tout de suite avec mon déploiement, cette fois de droite à gauche. J'ai un copter, un grudge, les Kingsguard et les Rangers une fois de plus qui n'ont pas trouvé leur place autre part, les 2 Vengeance Seekers qui sont protégés par la colline pour le moment, un bomber, l'unité de Longbarbe là tout en bas qui est au niveau de la zone à 15 et la zone à 9 pouces, l'orgue qui lui est dans le coin supérieur de cette zone de déploiement, le 2e bomber, encore des Kingsguard, pareil moi j'ai un flanc droit assez fort, derrière le muret les 14 arquebusiers, à côté, le grudge, le canon dans le champ, la 2e unité avec le 2e ingénieur de Longbarbe derrière, et donc les 2 unités dont je vous parlais sur la gauche, qui sont là pour aller faire le breakthrough. Bon, en face, j'ai quand même un géant, j'ai 2 chars, donc c'est des figurines qui vont avoir de l'impact, du piétinement, de la force, donc ils peuvent vraiment me fumer comme ils veulent. Au pire, il y a quand même les orques, il va falloir que je fasse gaffe, donc il va falloir que je joue serré sur ce flanc gauche, qui était là exprès, parce qu'en fait, soit elle mettait des figurines ici, pour m'empêcher de breakthrough, sachant que j'ai quand même les mineurs pour jouer le scénario, et soit elle abandonnait complètement le scénario, ce que je pense qu'elle aurait dû faire, vu le nombre de scoring que j'ai, vu l'avantage que j'ai sur ce scénario, pour vraiment se centrer et avoir un géant et 2 chars à loup qui ne sont pas un petit peu hors du game. Voilà. C'est un choix, parce qu'elle peut en effet me stopper, mais une fois encore, avec les mineurs qui peuvent débarquer, c'est un choix à voir qu'il en est. Voilà l'avant-garde des gobelins, donc qui vont commencer à longer la colline pour venir vers le dispositif et qui reste hors de portée, hors de vue de mon orgue. Moi du coup j'ai fait mon avant-garde, donc ouais, j'ai fait mon avant-garde, en fait je me suis reformé, là je suis pas dans cette configuration en fait. Je me suis reformé avec le Musicos, et faut pas oublier que c'est pas un mouvement de marche forcée, l'avant-garde, c'est un mouvement tout court de 12 pouces. Vous avez un musicien, vous pouvez vous reformer gratuitement. Moi j'étais en rang 2 du coup, et j'ai avancé à balle de 12 pouces, ce qui va me permettre à mon tour 1 de me reformer et de regarder vers ce qui se passe ici. La maison va me cacher pendant un moment des chars et du géant. Et en fait j'abandonne ce flanc gauche, et je me dis bah j'ai mis out 2 chars et un géant, c'est déjà pas mal du tout. Et j'ai toujours cette possibilité avec les guerriers de taper le breakthrough si jamais elle rabat ses unités vers le centre de table. À mon tour 1, j'agresse tout de suite sur la droite. Enfin, faut que je fasse sortir les Mad Git. J'ai tenté une charge avec les 2 Vengeance Seekers, qui a raté. Donc c'était une double charge à 12 à chaque fois. La présence de l'araignée dedans me permet d'avoir 3D, enfin d'être rapide, d'être sous swag. Mais bon, c'était quand même du 12, donc voilà, je rate. J'arrive là, c'est pas très dommageable pour le reste de mes mouvements. Je ramène les bombers, le grudge, les Kingsguard. L'idée c'est qu'il va falloir que je bouffe tous ces mecs-là rapidement, et puis il y a la grosse Ragnarok derrière, donc faut faire un peu gaffe. Mais si je commençais à reculer, c'était permettre au régiment de faire les 15 pouces, de lâcher le Mad Git là. Du coup, les Mad Git, soit il faut qu'elle me charge avec son unité, soit elle reste là, mais elle lâche les Mad Git à son tour d'après, et ils sont au milieu de table, donc ça ira au niveau de la gestion de ces bestiaux. Je suis caché des blasts avec la plupart de ces unités par la colline, donc ça c'est cool aussi. Je vais pas
trop perdre, a priori. Peut-être un bomber qui peut être vu par le mage de la thaumaturgie, mais sinon ça va. Après, il y aura les tests de panique, évidemment, mais on peut pas tout faire non plus correctement de ce côté-là. Voilà, j'avance un petit peu le grudge pour qu'il soit... Je crois qu'il n'est pas encore à portée de tir, quoi qu'il arrive. Vous voyez les longues barbes sur la gauche, hop, coup de musicien, 3 pouces, et on se retrouve ici. Donc je couvre ce flanc-là avec cette unité, et vu que la base de la maison, c'est le papier en Bristol, là, le papier blanc, vous voyez que je suis... bon, je suis hors de portée, mais surtout pour l'instant, je suis hors de ligne de vue des unités qu'elle avait mis tout en haut à gauche. Au tir, alors bon, j'ai pris le premier tour, donc j'avais tout déployé pour pouvoir prendre le premier tour, pour avoir une phase de tir, question d'écrémer un petit peu. L'orgue va faire un incident de tir, je fais mon double 6. Le canon qui s'aligne sur l'araignée bleue, qui est plus facile à toucher que le king qui est au fond là-bas. Je la touche sur 3 à cause de la longue distance, et je fais 3, donc j'ai bien fait de choisir la bleue. Par contre, je fais As pour blesser. Donc voilà, les deux machines de guerre, T1... C'est dur là, hein. J'ai entre l'accident de tir et le as pour blesser, c'est-à-dire que je ne fais rien avec mes deux machines de guerre. Je vais tuer un gobelin avec les quelques tirs que j'ai dans l'unité de 45 gobelins, donc ça aussi c'est un peu triste, hein, parce que j'ai quand même les deux bombers, le copter, le grudge, donc ouais, c'est dommage, mais bon, voilà. Une première phase de tir un petit peu à blanc. Et si j'arrive quand même à faire un PV dans la petite araignée, parce que j'ai dû dispatcher les tirs, étant donné que mes tirs de volant sont enflammés, le Death Cheater ne l'aide pas beaucoup, et j'arrive à faire un PV. Donc je crois qu'à chaque fois que je balançais les tirs, j'en mettais un dans l'araignée. Mais je suis même pas sûr d'avoir fait ça. Donc un premier tour assez limite. Au tour 1 de Banshee, elle charge l'attaque copter, évidemment elle veut pas perdre ses Madgit tout de suite, donc elle le charge comme ça. La roue fait qu'elle ne peut pas placer son araignée au contact, donc ça c'est plutôt cool parce que l'araignée elle me découpe en deux, les gobelins c'est à voir, bon après il y a plein de bonus fixes, donc il y a de quoi aussi faire fuir mon joyeux copter. Sur le flanc gauche elle avance à balle, vous voyez que j'avais reculé les nains évidemment. La Ragnarok fonce aussi, les Squig Up jump dans la forêt pour rester quand même couvert. Comme je l'ai dit, a priori elle veut l'utiliser en deuxième vague. Les orques ne bougent pas, hein, ça slide un petit peu pour pouvoir se permettre de passer, etc. Mais bon, les loups restent en arrière pour le moment. Le géant vert, lui aussi, se sort de son couvert et rush. En fait, elle part sur le principe de me rusher et elle a pas tort en fait. Hein, parce que si elle me laisse tirer, je vais faire une cible par une cible. Et donc voilà. Donc voilà comment on est à la fin de la phase de mouvement du tour 1 de Banshee. En magie, elle va passer les insectes, mais je vais les dissiper. Elle me fait 2 points de vie avec le Hand of Even dans l'Organ Gun. Elle va me tuer un long barbe dans l'unité qui avait fait l'avant-garde avec les tirs des petits gobelins sur la Ragnarok. D'ailleurs, je me demande s'ils peuvent tirer après avoir fait la marche forcée, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais dû faire gaffe à ce moment-là. Et bien sûr, au corps à corps, on va pas se faire grand-chose en fait, parce que les gobelins ne font pas de PV. Je ne suis même pas sûr de tuer qui que ce soit, je crois que je rate mes touches, tout simplement. Et bah, je vais fuir, en fait, tout simplement, je vais fuir et sortir de table. Elle va se réfréner pour pas me poursuivre, par contre, elle ne va pas se reformer. Et vous allez voir que c'est important pour la suite. Au tour 2 des nains, et ben je lance des charges. Ouais. Je me dis, le tir, je vais avoir d'autres cibles. Avec ce que je peux charger, j'aurai d'autres cibles pour mon tir. Donc il faut que je capitalise là. De toute façon, je peux pas laisser arriver tous ces monstres, toutes ces unités et tout ça machin. Donc j'envoie le grudge et les longues barbes dans la Ragnarok et les deux passent. Donc ça c'est cool. S'il y avait eu qu'un seul qui passait, c'était un petit peu l'horreur. Là j'ai les deux qui passent, donc il y a moyen de faire quelque chose. Et vous voyez que j'ai vérifié là avec mon angle. Banshee a sorti un petit peu rapidement son géant, et en fait elle ne me voit pas. Elle couvre pas son Ragnarok. Au début j'avais mis le grudge à droite, et en fait en voyant ça je me suis dit attends, il y a des chances qu'elle arrive à voir le cul de mon grudge. Donc hop, j'ai foutu le grudge à gauche, dans une charge croisée sans souci. Et ici sur la photo floue, j'ai envoyé toutes les charges, et toutes les charges passent. Certaines sont auto. Donc le grudge qui n'a pas le choix de se placer sur l'araignée, les Kingsguard contre les gobelins, le Vengeance Seeker qui est au milieu là, qui touche les deux, qui est à la fois sur le perso et à la fois sur les gobelins, et le deuxième qui était de flanc, donc qui arrive dans le flanc des gobelins, qui touche qui est pas obligé de toucher la GP. Alors oui, j'aurais pu essayer de swapper la GP, mais j'ai les attaques de Kingsguard pour ça. Donc. Et en fait, si vous voyez bien, bon là la photo c'est pas franchement évident, mais le Forest King sur la Gargantula ne peut pas venir rejoindre le corps à corps. C'est pas évident sur cette photo, mais en fait, même s'il s'aligne sur mon grudge en coin, il sort de table. Et moi, je suis pas... Enfin, je suis aligné sur l'araignée, en fait. Et on a regardé, en fait, elle pourra pas placer son Forest King. Normalement, je devrais fermer la porte, mais vu que je suis déjà au contact, on peut pas fermer la porte avec tout le bordel. Enfin, il me semble, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, mais il me semble pas qu'on aurait déplacé tout le corps à corps pour permettre au Forest King de passer. Là, c'est juste qu'il a pas la place de se passer. Donc, tant que ce corps à corps perdure,
je sais que la grosse Gargantula ne peut pas venir renforcer le camp Orc et Gobelin. Voilà une vue un peu générale de ce qui se passe. Au tir, l'organ gun, les arquebusiers, le bomber, tout le monde, vous voyez, hein, j'ai remis mes bombers au risque de permettre des charges lointaines des squigs à distance du géant vert. Et à eux tous, ils arrivent à tuer le géant. En fait, il reste qu'un point de vie au géant avant que je fasse parler l'organ gun, si je voulais le garder pour potentiellement tirer dans les gobelins ou dans les squigs. Par les squigs, j'aurais eu un gros malus quand même. Et donc voilà, le géant meurt. J'ai oublié de vous dire, mais on les voit tout au fond là, encadrant la maison. Mes 2 unités de mineurs sont arrivées, et en fait ils encadrent les chars, les 2 chars à loup qui sont restés pour le moment à l'arrière. Donc je prends le risque de les amener dans un endroit où il y a du monde chez l'ennemi, mais l'idée c'est qu'il faut que je me débarrasse de ces unités, il faut que je prenne des points. Et puis, si je les sors là-bas, c'est 2 fois 265 points qui servent à rien. J'espérais qu'ils viendraient un petit peu plus tard pour pouvoir décider quoi faire avec eux. Bon bah voilà, ils sont là, on va les utiliser pour attaquer et espérer scorer le breakthrough malgré tout. De l'autre côté, avec le canon, je vais faire 3 points de vie dans le géant blanc. Et les mineurs vont faire 5 points de vie dans les chars qui vont fuir, et ils vont fuir vers les fermes. Au corps à corps, je fais 2 points de vie à l'impact, je perds 1 longue barbe, et je fais 3 points de vie à la rack avec toutes les attaques force 5 que j'ai. Mais ça tient, elle est tenace donc elle tient. Contre les gobelins, je vais tuer 5 gobelins à l'impact, je vais en tuer 7 avec les vengeances seekers, 3 gobelins de plus avec les marteliers, ce qui est peu. Faut pas oublier qu'ils sont en parade, hein, les gobelins. Mais par contre, j'en ai mis 6, enfin j'ai mis 6 attaques, donc j'ai mis 3 Kingsguard sur la BSB et je la découpe. Donc déjà je me débarrasse de la BSB, ce qui est quand même assez fun, mais bien sûr vu qu'ils sont tenaces, ils tiennent. Au tour 2 de Banshee. Elle va tourner son géant ici. En fait elle a lancé une charge, elle a longuement hésité de lancer le géant en même temps que les chars sur les guerriers nains, et elle a lancé que les chars se disant qu'elle allait réussir à les choper, et en fait elle rate sa charge avec les chars, donc bon. C'est bien pour moi, ça me permet de temporiser un peu plus. Le géant se ramène vers le combat où il y a la Ragnarok bleue. Le Forest King, sachant qu'elle ne peut pas passer, elle le ramène pour aller s'occuper des mineurs, ce qui de base n'est pas déconnant, même si elle avait pu passer. Mettons qu'elle aurait pu passer. C'est pas déconnant d'aller s'occuper des mineurs qui risquent de faire des trous dans son armée, et en plus de faire le breakthrough. Là, elle ramène un monstre avec un perso dessus qui bâche. Normalement, mes 2 unités de mineurs, là, elles sont un peu en PLS. Donc même là, c'est pas... Disons que... Si on a fait une erreur au niveau du combat multiple à droite, que je ne pense pas, mais bon, je suis pas forcément au fait de toutes les nouveautés et subtilités des règles du 9e âge, malheureusement. Disons que ce move n'est pas non plus mauvais. Elle va rallier ses chars, les chars à loup, donc, enfin le char à loup, donc, qui sera juste devant les mineurs. Elle place les loups devant les autres mineurs pour temporiser, permettre à son araignée de pouvoir aller venir me bouffer. Les squigs ont commencé à sortir de leur cachette pour pouvoir impacter les corps à corps. Donc j'ai peu de photos parce qu'on avait une luminosité ce matin de dimanche assez spéciale, et ça plus ma capacité à faire des photos floues, j'ai beaucoup de photos achetées, donc voilà, j'ai que ça à vous montrer. En magie, l'insecte, je laisse passer l'insecte sur l'organ gun, parce qu'elle a une grosse phase de magie, je veux empêcher le corps à corps d'être aidé. Donc je laisse les insectes sur l'organ gun, et elle me fait 13 touches de blé et je meurs, donc voilà, je perds l'organ gun à ce tour 2, tant pis. Il aura fait un point de vie de géant dans cette partie, puisqu'il a fait un incident de tir tour 1 et que le géant il lui restait un point de vie à la fin. Voilà, c'est comme quoi hein, l'organ gun c'est un pouvoir psychologique parce que c'est un pouvoir de destruction extrêmement grand, mais parfois ça fait vraiment rien du tout. Sur le grudge qui est face à la rack, elle me passe un Smite of the Unbeliever en descendant l'endurance. Le Hand of Heaven sur un bomber ne lui fera que 2 points de vie fort heureusement. Je perds un mineur au tir. Au corps à corps, contre la rack bleue, je prends 2 points de vie dans le grudge, je fais 3 points de vie d'arac, et je perds 3 points de vie au piétinement. Je perds le combat du coup, mais je le tiens. Donc ça c'est chouette. Et la Ragnarok, l'araignée n'a plus que 2 points de vie. Je rappelle que ça a 8 points de vie, hein, ces bestioles, donc c'est pas facile à tuer. Contre les gobelins, je tue énormément de gobelins, enfin énormément, j'en tue 19 en tout. Les Vengeance Seekers, les Kingsguard, le Grudge qui fait ses attaques de broyage dans la masse. Je perds qu'un point de vie sur les Seekers, et donc ce qui se passe, c'est ce que j'espérais en fait, c'est que ça craque, le corps à corps craque, tour de Banshee. Et en fait, elle n'est plus tenace à un gobelin près. J'arrive à tuer à un gobelin près, je lui enlève le tenace, par le steadfast. Et donc, elle est en fuite auto, puisque je gagne de 18 rien qu'à la bâche. Elle fuit et elle est rattrapée, et j'ai un Seeker qui arrive dans le flanc des squigs.
Alors là, je suis quand même hyper content. Voilà, on se retrouve comme ça. Vous voyez, les Kingsguard ont fait une poursuite qui aurait pu être juteuse également. Et puis même, hein, le reste, hein, vous voyez que les fuites sont pas déconnantes. Le Grudge est à bonne distance. Je rappelle que c'est à moi de jouer juste après. Je suis vraiment à bonne distance. Du King sur Gargantula. On arrive au tour 3, et ce sera les derniers tours. Parce qu'on a pris beaucoup de temps au tout début. Donc je l'ai dit, un Banshee, c'est une nouvelle joueuse, donc je suis pas là pour lui dire « Allez hop, on joue, je t'expliquerai en jeu, et puis qu'elle se fasse surprendre à chaque phase, à chaque lancer de dés, c'est pas le but. On tourne en équipe, donc j'ai pas de points à ramener pour une équipe. Donc voilà, donc, elle a pu prendre son temps aussi pour faire le déploiement qui n'était pas évident, ce que je peux comprendre, hein, voilà. Donc pas de problème, on va juste jouer 3 tours. Donc je charge le King sur Gargantula, l'idée c'est de prendre des points, parce que je sais que je vais pas les tuer les Férales, avec le Grudge et avec le Vengeance Seeker, d'autant que le Grudge va se prendre des dégâts dans le test de terrain dangereux. Dans la forêt, il a plus que 2 points de vie, donc on va éviter de faire les conneries. Les points de vie là sont pas pour le Grudge, en fait il y en a il y en a un sur le Vengeance Seeker et 2 dans le Grudge, ou le contraire, mais bon, bref, je voulais pas perdre de points de vie inutilement dans le Grudge. Si elle arrive à me faire quelques petits PV derrière, moi je crève, donc c'est pas la peine de prendre ce risque. Et surtout il faut que je bloque la grosse araignée pour pas qu'elle aille prendre les mineurs et que je gagne le breakthrough quand même. Je charge avec les mineurs, le char, les petits loups, là aussi il faut prendre des points. J'ai ramené les guerriers face au char. Pourquoi je les ai ramenés ici, je ne sais plus. Est-ce que c'était pour ne pas qu'elle fasse de charge dans le canon? Non, je sais plus pourquoi je les ai ramenés ici. Ou alors, on a su qu'on jouait tour 3 peut-être après, que 3 tours après, ouais. Bon, peu importe. Toujours est-il que, voilà, sur une photo qui pour une fois n'est pas trop floue, j'ai ramené les guerriers ici, pas de... Ah non, j'ai tenté une charge avec les guerriers, c'est pour ça, sur les chars, et j'ai raté. Voilà, c'est pour ça que je me retrouve ici. J'ai ramené les bombers pour pouvoir tuer ce géant, parce que vous imaginez bien que même en un tour, il peut faire du mal au tour d'après. Donc ça sert à rien que je retourne les arquebusiers, je vais toucher sur du 6, autant qu'ils restent où ils sont, et puis on va tirer dans les orques, au cas où on aurait une grosse phase de tir. Mais sans l'orgue, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Au tir, je vais tuer le géant blanc, prendre un gros coup de canon, les bombers vont faire leur taf, et je crois qu'il y a il y a même l'ingénieur en bas à gauche, qui balance sa roquette, hein, je rappelle, force 6, des 3 PV, c'est nickel pour faire du mal à un géant. Donc entre le canon qui va toucher blessé, la roquette et les quelques tirs de bomber, je tue le géant blanc. Donc je m'enlève une grosse épine du pied. Au corps à corps, je vais prendre un point de vie dans le grudge. Je vais prendre un point de vie dans le grudge qui est contre la raque bleue. Et on va tuer la raque, on va faire les 2 points de vie, donc ça c'est bien, je m'en débarrasse. Les corps à corps après, je vais perdre le Seeker contre le perso Arak qui va tenir. Et je lui ai quand même fait 4 points de vie, ce qui est pas déconnant. Je fais un point de vie à l'impact, ça c'est un peu faible. Le Seeker va faire 2 PV et je fais un PV en mourant. Il est bien ce Seeker. Donc, mais je prendrai pas la moitié des points malheureusement, en tout cas pas sur ce tour-là. Les mineurs se sont débarrassés des loups et je me retourne vers l'Arak au cas où... en fait, on a fait ce combat en premier, c'était un peu débile. Donc je m'étais retourné au cas où l'Arak arriverait à se dépatouiller complètement du Grudge et du Seeker pour pouvoir le tirer dessus, être en réception de charge, faire quelque chose, quoi. Je tue le char à loup avec les autres mineurs, évidemment, je me retourne vers les Férales. Du coup, je me demande si en fait on n'a pas su qu'on jouait que 3 tours à la fin de mon 3e tour. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on arrive au 3e tour de Banshee, qui sera donc le dernier. Les chars, bien sûr, vont charger... J'ai pas de photo, enfin si j'en avais une, mais elle est très floue. Vont charger les guerriers nains, bon bah eux ils sont perdus. Les orques s'avancent, mais je crois qu'ils ont... Non, ils ont tenté une charge. Les orques ont tenté une charge sur les 3 longues qui restaient, hein. L'idée c'est de prendre du point, et du coup elle rate sa charge de 1, donc ouais, mal payé pour elle, elle a pas lancé la WAG, c'est dommage, elle aurait lancé la WAG, elle l'aurait eu. Et voilà, j'ai plus de photos, donc on va s'arrêter là de toute façon. Elle va faire un souffle force 3 sur son perso Arak, en magie, le reste je dissipe. Les chars vont faire 11 touches d'impact dans les guerriers, ils vont les one-shot, même pas de question à se poser. Contre l'Arak perso, je perds le grudge, parce que je prends un point de vie au souffle, et puis après, il me découpe. Elle me découpe, mais bon, il n'y a plus rien à faire, et on s'arrête là, en fait. Donc voilà, donc partie intéressante malgré tout, hein, parce que, vous voyez, il y avait... on s'est échangé des trucs, il y a eu des effets assez sympas pendant la partie. Et on compte les points. Je suis à 14-6 pour la bâche, et vu que j'ai mes 2 unités de mineurs qui font le breakthrough contre 0 pour Banshee, je gagne le scénario, et donc ça me fait un 17-3. Un 17-3 qui aurait pu partir
dans les deux extrêmes. Soit, si on avait continué, même 2 tours, hein, mettons qu'on faisait que 4 ou 5 tours, je pense que, vous voyez, je m'étais débarrassé du géant et de la Ragnarok, donc sur la gauche, j'avais plus que les 2 chars à gérer qui ne voyaient rien, enfin, elle pouvait les reformer pour voir mes lignes. Mais après, il y avait un tir de roquette, il y avait les bombers plus le canon, donc je pense que les deux chars, ils sautaient au tir. Ça, c'était une chose. J'avais quand même le pack d'orques là qui avait tenté sa charge. Bah, lui, par contre, fallait le gérer, mais j'avais un grudge. Bon, je pouvais back un petit peu, il y avait les arquebusiers qui pouvaient se replacer pour leur tirer dessus. Les squigs étaient au corps à corps, oui, j'en ai pas parlé, mais j'en ai tué quelques-uns avec mon Vengeance Seeker, mais ils ont gagné ils ont réussi leur test à chaque fois, donc pas de problème. Mais sans réussir à se mettre de face, par contre. Donc ça c'était un bon truc pour moi. Il y aurait eu plein de choses à faire, parce que le Forest King sur Gargantula, il a plus que 4 points de vie, donc un tir de canon, je peux le tuer. Mais d'un autre côté, il est en bonne posture pour venir bouffer des mineurs. Mais là aussi, j'ai des tirs à lui opposer. Donc, ouais, à voir. À voir, mais il y avait des choses à faire. Je pense que. Alors, j'étais quand même bien parti pour potentiellement grappiller des points, mais aussi en perdre. Donc, finalement, est-ce qu'on ne serait pas resté sur ce statu quo, ou est-ce qu'elle n'aurait pas pu réussir? Imaginez, je rate mes tirs, hein, c'est tout à fait faisable. Hein. Je peux rater ma roquette, je peux rater mon tir de canon, et là, j'ai les chars qui rentrent dans mes zones, dans mes lignes. Donc, je suis obligé d'aller sacrifier un bomber pour prendre 2 chars à loup. C'est des bombeurs qui vont pas aller s'occuper des orques, parce qu'évidemment, les bombes sur les orques, ça peut quand même faire mal, ça blesse sur du 5, mais derrière, il a une 6 invulnérable et c'est tout. Ça aurait été intéressant de la continuer, en fait, cette partie, pour voir quel score, en fait, on arrivait à faire. On arrive sur un 17-3, je suis très content. Banshee est très content de pas avoir pris 20, donc, parce qu'elle savait pas trop comment appréhender la gunline naine. C'est sûr que quand on n'a jamais joué dessus, quand on commence à voir le nombre de pauses, le nombre d'unités qu'il y a, et ça s'attire, ça s'attire, ça s'attire, ça s'attire, c'est un peu embêtant, surtout quand en face, vous avez une armée corps à corps qui n'a pas de tir ou très peu. Vous voyez, il n'y a pas de machine de guerre parce qu'elle aime pas ça. Elle préfère la magie et le cac. Donc bah voilà, une très bonne partie. Je te remercie Banshee, je sais que tu vas voir la vidéo en compagnie de Luthor. Et voilà, donc c'était vraiment cool. Je sais que, puisqu'on en a discuté, je sais que tu as aimé et la partie et le tournoi. Il n'y a aucune condescendance dans ce que je vais dire, mais c'est quand même super cool d'avoir une fille qui vient en tournoi, qui aime ça, qui aime le jeu et qui aime l'ambiance du tournoi, qui est pas totalement évidente hein, comme ambiance. Et voilà, donc j'espère qu'on se reverra autour d'une table. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et puis voilà, donc, une bonne partie. Et j'ai bien kiffé jouer contre Banshee. Donc je vous donne un rendez-vous très rapidement pour la dernière partie de ce très bon tournoi. Puis il y aura la conclusion évidemment. Je vous remercie à toutes et tous pour me suivre, pour les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des coms, à poser des questions. J'essaie d'y répondre le plus possible. Hein. Et pour répondre à Cibra, je crois qu'il me faisait une remarque sur la musique en fond. En fait, c'est pas que la musique est trop forte ou machin, c'est juste que parfois moi je parle trop bas. Pourtant j'essaye quand je fais le montage audio, j'essaye de faire en sorte que la musique ne soit pas impactante. Le problème c'est que dans une même vidéo, je vais parler assez intelligiblement et puis au bout d'un moment je vais marmonner, je vais bouffer mes mots, etc. Et là c'est là où la musique prend le pas. Voilà. Et j'ai pas le temps de faire un montage, en fait de refaire tout le son et de diminuer la musique en même temps que je parle. Et en fait, pour l'avoir testé, pour l'avoir vu sur certaines vidéos YouTube, quand t'as pas de musique en fond, il y a des blancs qui sont un peu tristous, quoi. Donc, disons que la musique, ça fait une ambiance qui fait que, voilà. Mais je vais essayer de parler de façon intelligible plus souvent et sur la totalité de mes vidéos. Voilà. Donc, merci à tous, hein. N'hésitez pas à balancer les coms. Je vous dis très bientôt sur le clan d'Arkelson. Cette putréfaction sur vous.